Allez, mesdames, messieurs, si vous venez de rejoindre le salon Terre de Chasse, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une véritable experte en chasse. Et c'est Léa Filiou. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, Léa. Oui, bonjour, je m'appelle Léa Filiu, donc j'ai 31 ans et je suis bientôt en soutenance de thèse. Donc ça fait 3 ans que je travaille sur les chasses traditionnelles landaises, chasse à l'ortolan au matol, chasse à l'alouette au matol et aux pantes, et chasse à la palombe aux pantes et au fusil en palombière. Et j'ai fait une enquête immersive de plus de 18 mois. Donc j'ai passé le permis de chasser, j'ai chassé avec les personnes pour vraiment voir ce qu'il en était de ces pratiques. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à s'intéresser comme ça à la chasse? C'est un concours de circonstances? Est-ce que c'était déjà dans vos envies, dans vos gènes d'aimer la chasse comme vous le faites là? Alors non, pas du tout, même si j'ai eu un petit copain chasseur quand j'étais adolescente, mais ça n'a rien à voir. Non, au départ j'ai fait des études d'histoire et ensuite je me suis tournée vers l'anthropologie. J'étais spécialisée dans l'étude du pastoralisme nomade en Sibérie du Sud et je devais repartir sur le terrain pour ma thèse en 2020. Donc ça n'a pas pu se faire et ensuite l'éclatement de la guerre en Ukraine fait que la Russie est fermée pour les 10-15 prochaines années. Et mon directeur de recherche, lui, avait travaillé en Sibérie et pour des raisons de santé s'était intéressé à la chasse en France parce qu'il y a des rapports entre les pratiques de chasse en Sibérie et en Europe et aussi avec les systèmes de croyances chamaniques et puis des systèmes de rituels dans les milieux cinégétiques. Et en fait, la fédération de chasse des Landes a demandé à Charles Stepanov, donc mon directeur de recherche, s'il était intéressé par faire une enquête sur les chasses à l'ortolan. Et n'ayant pas le temps, il m'a donc passé la main. Et je suis arrivée en décembre 2021 pour 2 mois. Et ça fait bientôt 3 ans que je suis là. Alors c'était intéressant justement, vous abordez cette chasse à l'ortolan. Alors on en parlait en off tout à l'heure hors du micro. Comment la chasse à l'ortolan, pourquoi a-t-elle autant été décriée et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement remettre les choses un petit peu à plat et essayer de faire repartir un petit peu ces lettres de noblesse autour de cette chasse? Alors l'ortolan a été chassé à la matole depuis très longtemps. On en retrouve des traces même à l'Antiquité, avec des procédés très proches en fait, des matoles contemporaines. Aujourd'hui, c'est une chasse interdite depuis 1999 avec le passage de l'oiseau dans la liste des oiseaux protégés. Ce qui a causé beaucoup de tort, c'est le commerce de l'ortolan qui s'est développé et qui a pris un essor quasiment, qu'on pourrait appeler semi-industriel à partir de l'après-guerre. Et puis un déclin en fait, de l'espèce qui, d'après les études les plus récentes, est surtout causé par le remembrement agricole et l'utilisation de pesticides et d'engrais dans les champs. Mais évidemment, un certain nombre d'ornithologues considèrent que la chasse est nuisible au développement de l'espèce. Alors selon vous, demandez votre avis à vous personnel, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que vous en pensez vous personnellement? Alors le problème qu'on a avec les chiffres des populations d'oiseaux en Europe, c'est qu'ils sont contestés et on n'a qu'une estimation qui est en fait très très large, qui peut varier de plusieurs millions d'individus d'un spécialiste à un autre. Et on connaît assez mal aussi les trajectoires migratoires, si bien que s'il n'y en a plus dans les Landes, rien ne dit qu'il ne soit pas ailleurs. Ce qui est certain, c'est que la population n'a pas augmenté depuis l'interdiction de la chasse. Voilà, donc est-ce que cette chasse a encore un avenir? Actuellement, a priori non. Il n'y a pas de réautorisation prévue du point de vue réglementaire et les dépositaires de cette mémoire technique et des savoir-faire qui étaient liés aux chasses à la matole, aux ortolans, sont en train de dépérir. Parce qu'il n'y a pas que les techniques de chasse, donc la capture, il y a toutes les techniques de leurre qui entourent cette pratique-là. Donc le fait de savoir aussi aménager le biotope de manière extrêmement fine, planter des semences qui sont aujourd'hui oubliées, comme le panis ou l'arosigle ou le cannabis textile, que les gens ont donc cultivé eux-mêmes pour pouvoir attirer les petits oiseaux. Et puis il y avait ce système d'appelants avec un système d'orchestre, un petit peu comme pour la chasse au gibier d'eau. Et ça nécessite en fait un savoir-faire transmis de génération en génération
et qui est en passe de disparaître clairement. C'est dommage effectivement de laisser disparaître tout cela. Oui, tout à fait, surtout que dans ces milieux de chasseurs à l'ortolan, il y a eu un sentiment de honte et d'humiliation très très fort suite aux violents procès qui ont eu lieu dans les années 2000 et 2010, si bien que les gens ont eu tendance à se renfermer sur eux-mêmes et à se fier à cet adage très connu des chasseurs, pour vivre heureux, vivons cachés, si bien qu'en fait il y a un certain nombre de personnes qui sont décédées sans transmettre leur savoir. Et c'est bien dommage en tout cas, et au grand désespoir de notre ami Alain Darroze d'ailleurs, qui est un spécialiste de la cuisine de l'ortolan, il le fait à merveille. Alors si on va parler d'un autre sujet maintenant, la chasse à la palombe, on est vraiment dans le fief ici dans le sud-ouest des passages de palombe. Comment voyez-vous l'avenir là aussi de cet oiseau qui apparemment a l'air de vouloir élire domicile ici dans le sud-ouest? Oui, effectivement, on voit de plus en plus de couples qui hivernent dans le sud-ouest, et d'après les propos, d'après les témoignages que j'ai pu collecter, ce n'était pas le cas il y a encore 10, 20, 30 ans. Là, on est dans une configuration différente puisque la palombe est en augmentation notoire sur tout le continent européen, et il y a certains endroits où elle est même considérée comme nuisible et il y a des battues aux palombes qui sont organisées. Là, il y aurait peut-être une plus grande sécurité, on va dire, pour les pratiques qui entourent cet oiseau-là. Et puis après, ce qui est aussi est très intéressant à regarder, c'est qu'on a une extension en fait, de l'aire de chasse de la palombe. Depuis la Belgique jusqu'au sud-ouest, on chasse la palombe, mais avec des modes de chasse différents. Beaucoup de tirs au vol dans la partie nord. Et par exemple, les Landais considèrent que c'est très mal en fait, de tirer au vol, il faut tirer au posé. Mais si on explique le principe du tir au posé dans le nord, ils sont très surpris aussi parce qu'ils considèrent que ce n'est pas loyal vis-à-vis de l'oiseau. Et puis si on va sur la côte méditerranéenne, il y a un certain nombre de populations de palombes qui remontent depuis l'Italie et qui longent la côte méditerranéenne. Et là, on a une pratique assez ancienne de postes de tir le long de la mer, mais on a l'apparition de pompes. Donc c'est un système de mécanique qui permet de suspendre un oiseau comme un appât et d'attirer les oiseaux au vol. Donc on a aussi des transferts de techniques depuis le sud-ouest vers l'Aude, vers le Tarn, vers les Bouches-du-Rhône. Voilà, donc chaque région a ses spécificités, chaque région a sa façon de voir les choses, et finalement on ne peut pas le reprocher ni aux uns ni aux autres, chacun garde ses traditions. Alors est-ce que la palombe dans le sud-ouest vient d'un problème de climat, enfin un problème ou d'une évolution du climat, ou est-ce que c'est vraiment une zone qui leur convient mieux que d'autres régions? Qu'est-ce qui fait que la palombe se développe plus ici dans le sud-ouest que dans d'autres régions? Alors si on veut schématiser à l'extrême, la palombe niche en Scandinavie ou dans les régions froides du nord de l'Europe et migre à l'automne vers l'Afrique subsaharienne. Et donc, par exemple, le docteur Rocher considère que le sud-ouest représente un goulot d'étranglement, c'est-à-dire finalement elle ne peut passer que par là puisque c'est un oiseau qui ne vole pas par la mer comme l'alouette. Donc elle ne peut passer que par là et ensuite elle irait vers Gibraltar. Après, il y a des décalages de migration dont on me parle beaucoup sur les 30-40 dernières années et qui seraient surtout dus à l'extension des cultures de maïs depuis le sud-ouest vers le nord, et puis à un certain nombre de déboisements. Et dès que vous avez une tempête aussi, ça perturbe les flux migratoires comme la tempête Klaus en 2009. Et puis récemment, il y a il me semble que c'est en 2016, il y a une étude qui a été faite avec des balises Argos, des balises GPS, qui montrent qu'en réalité, les palombes ont des trajectoires migratoires qui ne sont pas forcément stables d'une année sur l'autre ou de 5 ans en 5 ans, mais qu'il peut y avoir aussi des trajets assez erratiques. Ce qui fait que voilà, on a des perturbations de la migration. Et puis l'élévation aussi des températures automnales qui fait qu'elle a moins besoin d'aller vers le sud pour passer l'hiver. Voilà, donc les palombes qui élisent domicile ici. Alors là, on est bientôt sur cette période de chasse hein, qui va commencer. Alors de manière globale, comment voyez-vous la chasse dans l'avenir, dans les années à venir? Alors je vais mettre le doigt sur un sujet qui fâche toujours, mais moi j'aime bien parler des choses qui fâchent, justement pour amener aussi une contradiction, parce qu'on met toujours en avant les écologistes entre guillemets. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais qui
qui vont contre la chasse, on va contre les animaux, on détériore complètement la nature. Et en réalité, qu'est-ce qu'il en est en réalité aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut répondre aux personnes qui se posent les questions? Alors, ce qui est intéressant de voir là-dessus, c'est de comparer les sensibilités d'une génération à l'autre et notamment à partir des générations des années 90-2000, on a quelque part une moralisation de la réflexion sur l'acte de chasse avec des considérations éthiques beaucoup plus poussées. Et voilà, une certaine volonté de reprendre la main sur les aînés qui auraient trop chassé. C'est ce que disent en tout cas les plus jeunes chasseurs, notamment de palombes. Et se développe un certain nombre de pratiques assez intéressantes, notamment du no-kill pour les chasses aux pentes, puisque avec le fusil, vous capturez l'oiseau en le tuant et vous le tuez en le capturant. Avec les pentes, il y a une disjonction temporelle, puisque vous prenez la décision de tuer l'oiseau de manière froide. Vous pouvez tout à fait décider de le relâcher. Et donc il y a un certain nombre de jeunes chasseurs qui décident de tout relâcher ou alors de tuer seulement ce qu'il leur faut, mettons 50 palombes. J'ai en tête un exemple avec 2 frères qui chassent en palombière en Chalosse et ils ont une quarantaine d'années et ils se prennent 50 palombes au tir à l'affût. Et ensuite, une fois qu'ils ont leurs 25 palombes chacun, ils chassent aux pentes et ils relâchent tout, y compris les appelants en fin de saison. Et là, on a un certain nombre de rituels, d'amorces rituelles plutôt, qui se mettent en place avec un certain nombre de chasseurs qui vont remercier les palombes ou qui vont capturer la première palombe, la remercier pour dire aux autres de venir en grand nombre. Donc des pratiques qu'on retrouve en Sibérie, où aussi là on a des pratiques de type rituel qui viennent en fait rendre là où le gibier a donné. Il y a cette idée-là. Donc on a des réflexions plutôt sur le rapport à l'acte de chasse, sur le bien fondé en fait de l'acte de chasse, de la même manière que si vous chassez aux pentes, il y a de fortes chances que vous allez tuer la palombe à la main. Et si elle se débat, évidemment, il va y avoir un certain trouble émotionnel chez les chasseurs qui vont se demander est-ce qu'on fait bien de la tuer ou pas. Donc il y a une vraie sensibilité qu'on voit sur le terrain. De plus en plus d'éthique finalement autour de la chasse et de respect finalement de tout cela. Et je crois que c'est ce discours-là que l'on n'entend pas assez, ça c'est un avis personnel. Je crois qu'il faudrait justement aller un peu vers les politiques et aller un petit peu vers ces personnes qui parlent sans savoir finalement. Est-ce que ce discours arrive à passer? Est-ce que vous arrivez à percer un petit peu et à traverser, à ouvrir ces portes fermées face à ces personnes-là? Alors j'ai été très surprise à un moment d'être invitée à un festival littéraire en Bretagne, donc c'était en février dernier. Et c'est pas des personnes qui étaient portées sur la chasse du tout, c'est plutôt une population de néo-ruraux. Et je me suis retrouvée donc à faire une table ronde avec un historien spécialiste du renard, Nicolas Baron. Et dans la salle, il y avait à la fois des chasseurs et des néo-ruraux qui reconnaissaient être contre la chasse, voire même avoir piétiné des pièges à renards, des choses comme ça. Et j'ai été surprise de voir qu'il y avait une possibilité malgré tout de discuter parce qu'il y a une sorte de transfert, de médiatisation par le biais de la parole, disons une parole un peu plus distancée que les principaux intéressés eux-mêmes. C'est l'idée plutôt en tout cas mon travail vise plutôt à ouvrir un peu les champs et à accepter, à offrir un peu plus de tolérance, disons, à la différence que l'autre peut présenter par rapport à soi. Voilà, donc vous arrivez à ouvrir toutes ces portes et ça c'est fabuleux. Alors mesdames, messieurs, si vous nous entendez actuellement parler là sur le salon Terre de Chasse, vous entendez Léa Philu. C'est ça. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes vos publications, toutes vos études? Est-ce qu'on peut retrouver tout ça sur les réseaux par exemple? Oui, alors il y a un certain nombre de conférences qui ont été filmées et qui sont postées sur les réseaux comme Facebook ou YouTube. Donc ça va être les réseaux des fédérations de chasse. Et puis pour l'instant, je n'ai publié qu'un seul article, non pardon, 2 articles. Donc il y en a un qui s'appelle Oiseleurs en temps d'extinction. Donc les chasses traditionnelles et leurs écosystèmes en France, qui a été publié dans la revue d'ethno-écologie, donc qui est disponible en ligne gratuitement. Et puis il y a un article, alors là pour le coup qui n'est pas en ligne, qui a été publié dans la revue de droit administratif sur l'histoire des fédérations de chasse en France.
Voilà, donc retrouvez toutes ces publications. J'ai un petit peu feuilleté vos pages Facebook. J'ai vu que vous avez fait énormément de choses autour de la chasse. Donc merci Léa d'avoir pris le temps de venir nous expliquer tout ça. Alors, on a un petit peu de personnes autour de nous. On va peut-être, si certains d'entre vous ont des questions à poser, peut-être en profiter de ce moment. Est-ce que quelqu'un voudrait nous poser des questions? Ils sont timides, hein, ils n'osent pas. Non? Pas de questions? Non, c'est des grands timides en fait. Quelqu'un veut chanter une chanson? Non plus. Bon, mais tant pis. En tout cas, Léa, qu'est-ce que vous aimeriez pour conclure dire à nos amis qui ont organisé ce salon Terre de Chasse, parce que c'est une première, une véritable réussite, il faut quand même le dire. Ici au Château Filliot, le cadre est magnifique, l'endroit est magnifique et je pense que la population de chasse ne s'y est pas trompée parce qu'il y a du monde aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ces exposants, à toutes ces personnes, à tous ces chasseurs qui viennent nous visiter aujourd'hui? De s'ouvrir le plus possible et de continuer à être assuré d'être à la bonne place quelque part parce que j'ai ressenti beaucoup de frustration chez les chasseurs que j'ai pu rencontrer à ne pas être écouté. Donc garder son sang-froid et essayer d'expliquer ce qu'on fait de manière la plus calme possible.